Donc Sarabéac va arriver un peu en retard, en attendant il donne le pouvoir à Gérard. Isabelle Poulengue, on a dit elle va arriver. Gauthier, Jeannot, Karine, pouvoir à Isabelle. Pierre-Étienne Briette, donc normalement devrait nous rejoindre. Sabine Jamet, Présent. Fabien Bingelet, Présent. Hugues Brissot, Présent. Pierre Fulchi, Présent. Laurent Sausseuil, Présent. Aude Misnard. Présent. Alors Marie-Catherine Chaleuil, pouvoir à Pierre Fulchir, Patrice Lefebvre et Laurent Daboval. Présent. Merci, je fais passer la feuille de signature. Alors, le secrétaire ou la secrétaire était Marguerite Sarlat. On tourne dans quel sens? C'est Michel. On se met vers nous ou on s'éloigne? Non, alors c'est Sylvain qui prend le secrétariat. J'ai déjà fait. Merci Sylvain. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Bon, alors c'est dans le sens. C'est dans l'autre sens. Excusez-moi. Alors c'est donc Michel Fauche. Et merci Michel. Je m'excuse. Bien. Alors le point 1 de ce conseil municipal, c'est l'approbation du procès-verbal du 9 avril 2015. Y a-t-il des remarques? Qui a des remarques? Monsieur Daboval. Alors, en fait, je ne signerai pas ce soir le procès verbal de la séance précédente parce que, à mon avis, il ne reflète pas l'intégralité des débats qu'il y a eu. Il n'y a pas de remarque, c'est une affirmation que ça ne reflète pas l'intégralité. C'est une affirmation. D'accord, correct. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, c'est page 13. Vous avez marqué que j'étais viermoise depuis plusieurs années. Je pense qu'on peut ajouter plusieurs dizaines d'années. Mais ça, c'est pas là, non, on est dans le détail. Là. Oui, mais si vous voulez, quelqu'un qui habite Garde depuis 4 ans, ça fait plusieurs années, après son historique de la connaissance de la vie de On Garde va marquer plusieurs dizaines d'années. est différent. Et j'aime bien le français aussi, et j'aurais souhaité apporter plutôt que emmener. C'est bon, madame. Un procès verbal, ça ne peut pas retracer l'intégralité des débats, ça retrace l'esprit Non, des mais là, débats. c'est du français. Non, mais c'est à Laurent Daboval que je reviens sur l'intégralité. C'est difficile, des débats qui durent 1 heure et demie, 2 heures. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Fulchi. Page numéro 12. Page 12. Oui. Vous m'aviez demandé vous-même de vous remettre un justificatif concernant les demandes de Mme Chevreau. Alors je vous ai fait un petit dossier. Les amendes de Mme Chevreau. Les demandes Les de demandes Mme de Mme Chevreau. Excusez-moi, je parle facile par une langue. Non, mais c'est vrai qu'on Alors, le problème, c'est que vous avez un dossier que je vous remets, comme j'avais fait pour M. Souillard, d'ailleurs, qui s'est annulé. ça s'est bien passé, je pense. Hein. Là, j'espère que ça ne sera pas plus provisoire. Alors, je vous fais suivre ce dossier, vous verrez dedans, il y a du Mais bon. moi, je suis dans le cadre du compte-rendu du Oui, bah conseil. oui, mais je vous donne un justificatif. Parce qu'il y avait parce que Vous m'avez fait la remarque que vous n'étiez pas d'accord qu'il fallait amener des points victoires. Donc, D'accord. tiens, faites suivre ça, monsieur le maire, s'il vous plaît. Merci. Page 13. Je voudrais rappeler quand même que quand un élu dit et écrit dans le procès verbal, on vous fait un cadeau concernant les colis de fin d'année, il faut savoir que le mot cadeau, c'est quelqu'un qui le paye soi-même. Et que ça, ce sont les données de l'ensemble des habitants. Donc on aurait pu transformer le mot en gentillesse. Si le mot n'est pas pareil. La page 13. C'est quoi ce cadeau? Ah, c'est le colis de fin d'année. Hein. Ah bon? Ah oui. Il est remarqué qu'on fait un cadeau. C'est pas un cadeau, c'est les données de tout le monde. C'est les impôts. Alors, il faut respecter les choses. La page. S'il vous plaît, essayons de rester. Oui. Oui. Ce que j'ai voulu dire, et je pense que c'est net, c'est clair, je n'aime pas l'amalgame des élections avec le cadeau de fin d'année des personnes âgées.
Non, c'est pas ça du tout. Non, là, il faut pas... Eh bien, non, faut c'est pas- pas ça ce que je dis, moi. Ah non, mais il faut pas inverser ce qui est écrit. Non, je suis pas d'accord. Alors, il faut mettre quoi, M. Fulgir? Ah, On va le mettre, comme ça va être oublié. Je sais pas. Donc, la phrase, on la corrige comment? Non. Là, on est met... Les colis. Nous, on a fait un cadeau, mais on a fait une gentillesse. Alors, Je suis plus un sympathique. cadeau par Voilà. gentillesse. Ok. Alors, S'il vous plaît. mais vous dites dans le cadeau. Je pense que vous voyez ça. S'il vous plaît. Non, j'appelle ça coupe. Moi, je souhaite que ce soit à moi qu'on s'adresse et on prend acte. Et puis voilà. Voilà, c'est bien. Bon, s'il vous Ça, plaît. Moi, je pense qu'on pourrait supprimer tout simplement, c'est un cadeau, on le supprime. Voilà, s'il Non, vous mais ça a plaît. été dit. Donc, Ça a été dit, non. Non, mais vous pouvez le supprimer, apparemment c'est moi qui l'ai dit. Mais non, mais gentillesse, on est gentillesse. Non, moi je veux pas qu'on dise ce que j'ai dit. Non, c'est attention, gentil. un cadeau, S'il vous plaît. S'il Un vous cadeau, c'est plaît. quelqu'un qui l'offre. Ça, c'est S'il pas vous le plaît. Non, mais attendez, on va où? C'est visible. D'accord. Bon, on va modifier cadeau par Bon, après, s'il vous plaît, à la page 23 et 26. 23. Et 26. 23 et 26, j'aurais souhaité pour tout le monde, je pense, parce que moi, mes yeux ils commencent à vieillir aussi, c'est que les tableaux sont un peu S'il vous plaît. les tableaux sont un peu petits, quoi. Pour dire ça, c'est pas facile. Hein. Alors, si on peut la prochaine fois les faire un peu plus loin. Voilà. 23 et 26. Après la suite, à la page 34. Pardon? Non, monsieur la question à faire, vous allez me faire que je suis là. Voilà. S'il vous plaît. Moi, je suis pas là pour m'amuser, je suis là pour travailler. C'est clair. À la page 34, on parle des 23 logements. Je lui ai fait la remarque la dernière fois concernant la sécurité dans ce terrain. Il a été nettoyé, mais il y a encore du passage dans ce terrain. Donc, s'il vous plaît, surveillez. Non, mais c'est par rapport à la rédaction. Oui, non, mais la rédaction, vous l'avez signalé, la rédaction, je vous ai dit la rédaction. Il y a une question qui a été posée, Bien sûr. et je crois que je vais y répondre dans les questions qui ont été posées. Si c'est une modification par rapport à la rédaction, vous êtes d'accord? C'est maintenant. Si c'est une question qui a été posée, j'aurai réponse. À la fin, je réponds toujours aux questions. Donc je vais y répondre. Là, on est sur la rédaction. du D'accord, compte rendu. d'accord, allez-y. Bon, y a-t-il d'autres remarques sur la rédaction de ce compte rendu? Donc, je vais vous demander de passer au vote. Qui approuve, sous les réserves des modifications qu'on vient de donner? Qui s'abstient? Et qui vote contre? Vous avez clairement la main parce qu'on ne voit pas. 1, 2, 3. 4, 5, on va y aller tout le monde. Allez, tout le monde compte? Allez, on y va. Ouais, on fait un paquet. C'est bon. Allez, je vous remercie. Bien. Note de synthèse. Alors, donc approbation du procès verbal, on peut faire. Information sur les décisions du maire, information 11-215, 25 mars. Signature d'une convention d'accueil avec l'association Vendeste pour l'organisation d'un séjour du lundi 6 juillet au jeudi 16 juillet en faveur des enfants garmois et des communes extérieures. 20 places, 6 à 12 ans, 10 places, 12 à 15 ans, participation des familles garmoises, 330 € et des familles extérieures, 775 €. Décision 12 du 10 avril. Signature d'un contrat de location d'un appartement 2 rue Eugène Lair, 2e étage droite pour un agent communal à compter du 10 avril. Décision 13, 23 avril. Mise en place du tarif pour les temps d'activité périscolaire complémentaire à compter du 1er septembre, soit lundi, mardi, jeudi de 15h50 à 16h30, grille selon caution familiale, donc allant de 0,75 à 1,05 par enfant. Décision 14, signature d'un marché complémentaire avec Flavigny, lot 6, menuiserie extérieure, aluminium, serrurerie, concernant l'aménagement d'une maison de service à la population pour 9 050 €, soit 10 860,49 € TTC. Ce marché intègre les plus et moins values.
Décision 15, signature d'un marché complémentaire avec Gelant. Lot 4, cloison, doublage, faux plafond, concernant l'aménagement de la maison de service à la population. 7 004,10 €, soit 8 404 € TTC. Ces marchés concernent l'aménagement de nouvelles surfaces à l'occasion des travaux engagés. Les locaux vacants ont été repérés dans le bâtiment lors des démolitions. Décision 16-2015, signature d'un contrat de service avec Concerto V5, Espace Famille, Société Arpège. Le coût du serveur infogéré est de 780 € hors taxe, soit 936 TTC. Pour 36 mois, le coût de l'abonnement annuel des services hébergés, 170 € hors taxe, soit 204,55 € TTC. Décision 17, organisation d'un séjour durant le mois d'août en faveur des enfants biarmois et fréquentant les structures de loisirs pour les 3 et 5 ans à la ferme des Cancours du 10 août au 12 août 2015. La participation des familles est calculée à une journée d'accueil de loisirs avec en complément la contribution de 25 € par enfant afin de participer à l'hébergement, à la restauration et aux activités. Décision 18, vente de produits alimentaires dans le cadre de la manifestation Génération Jeux qui s'est déroulée sur l'espace jeune le 30 mai 2015. Voilà pour ce qui est des décisions. Puis-je une question, s'il vous plaît, monsieur ? Est-ce que les problèmes pour la décision numéro 14, ce sont les problèmes de bois qui ont été constatés sur la toiture de la maison Paflard ? Les problèmes concernés sont des problèmes de menuiserie extérieure, aluminium, serrurerie. Voilà. La couverture. D'accord. Alors, point 1, autorisation au maire à solliciter une subvention auprès du Conseil général du Val d'Oise dans le cadre de l'aide à la structuration des établissements d'enseignement artistique en musique. Donc, le Conseil départemental aide les communes dans le cadre de leurs dépenses de fonctionnement liées à l'enseignement artistique spécialisé en musique et art dramatique. L'aide départementale qui a été modifiée par délibération 345 lors de la séance du 19 septembre 2008 s'appuie sur la prise en compte du budget de fonctionnement de la structure, la prise en compte du dynamisme de l'établissement, qualité de l'équipe pédagogique, existence d'un projet d'établissement, diversification des disciplines, développement d'un partenariat. Il est rappelé que l'aide obtenue pour 2012 a été de 2 430 € et que pour les années 2013 et 2014, le montant a été de 2 066 €. Dans le cadre de l'établissement du dossier, la commune sollicitera, comme chaque année, une aide à hauteur de 4 500 € au regard des dépenses liées au fonctionnement de l'école de musique. Il est précisé que les projets présentés ou organisés par l'école de musique entrent désormais dans le dispositif d'aide à la structuration et ne font l'objet d'un dossier de subvention individualisé. En effet, l'état projet doit comporter une action bien spécifique sortant du cadre général de fonctionnement de l'école de musique. Au vu de ce qui précède, il est demandé donc au conseil municipal d'autoriser le maire à déposer une demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d'Oise. Il est précisé que ce dossier devra être déposé avant le 26 juin, délai de rigueur, et que sa demande de subvention sera examinée par l'Assemblée départementale à l'automne prochain. Alors, pour votre complète information, en termes un historique de ce qu'on a touché, en termes de subvention de fonctionnement, en 2009, 3 248 €. En 2010, 3 248 €. En 2011, 2 858 €. En 2012, 2 430 €. Et en 2013 et 2014, 2 066 €. Voilà. Il s'agit d'une demande de subvention. Y a-t-il des questions? Oui, est-ce qu'il y a un contrôle des montants versés par les élèves, des montants des cotisations? Ah bah oui. Et on se peut avoir une liste des élèves et des cotisations versées. Alors, ce que je souhaiterais simplement à l'avenir, c'est qu'on m'exprime tout ce type de demande par écrit. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la demande. Et je réponds sans problème. C'est le sujet, donc... Et bien, je réponds, on me fait une demande en me précisant exactement, et puis je réponds. Je ferai une réponse.
Bien. Donc il s'agit d'une demande de subvention qui est favorable. Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Alors, point 2, animation senior, mise en place d'une cotisation annuelle. Ah, pardon, excusez-moi. Point 2, c'est le rapport annuel d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. C'est présenté par Olivier Dupont et on vous a joint un grand tableau, format A3, qui vous donne le détail de ce dont on va vous parler. L'article L2531-16 du Code général des collectivités territoriales prévoit la présentation d'un rapport sur l'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, le SRIF, perçu sur l'exercice 2013. Il est rappelé que la commune de Viarmes, dont la population prise en compte pour la dotation globale de fonctionnement est supérieure à 5 000 habitants, est éligible à ce fonds depuis 2012. La circulaire préfectorale précise que le Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France a été institué par la loi numéro 91-429 du 13 mai 1991 pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines de la région d'Île-de-France, supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de la population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Le Fonds de solidarité perçu en 2014 a été d'un montant de 161 125 €, a permis le financement de diverses actions et opérations présentées dans le tableau annexé. Il est précisé que pour l'année 2013, celui-ci a été d'un montant de 107 713 €. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de valider le rapport sur l'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. Le document sera ensuite transmis aux représentants de l'État en vue de l'élaboration d'un rapport de synthèse régionale. Donc c'est une dotation, c'est ce qu'on a déjà appelé un dispositif de redistribution horizontale entre les communes de la région Île-de-France, les communes riches et les communes moins riches. Nous, les critères retenus pour être éligible ou non éligible nous mettent, donc on est éligible. Le dispositif est monté en puissance jusqu'en 2015, donc aujourd'hui on a perçu une somme, si on est toujours éligible l'année prochaine, la somme devrait être à peu près identique et ne plus augmenter comme on a vu une augmentation entre 2013 et 2014. On peut prendre l'annexe 1 et regarder donc, toutes les opérations qui ont été financées par ce fonds de solidarité. Donc sur les moyens d'animation de la politique de la ville, des équipements informatiques et logiciels dans le cadre de la loi relative à la dématérialisation des opérations de comptabilité publique. C'est principalement les logiciels qui servent au service des finances et des ressources humaines. Montant global 39 192, financement 30 000, 77% de dotation. Les pianos numériques pour l'école de musique, 84% de dotation, 4 000 € de subvention pour un projet de 4 750 €. Le columbarium au cimetière, 60 € de subvention. 60%, pardon, oui, ce serait pas beau. 60% de subvention. Rue de la Gare, parking public Claude Lagarenne, entrée de la ville, 60% de subvention là encore. Sur le territoire, sur la politique d'intervention relative aux liens sociaux et aux services publics, les programmes job d'été, les jeunes qui ont été recrutés pour encadrer, 90% de subvention. Au niveau des groupes scolaires, travaux de couverture, des ravalements de bâtiments, 38% de subvention. Au niveau de la salle de théâtre, rue Noire, 17% de subvention, et des réseaux d'eau pluviale, 42% de subvention. On trouve en bas le total de 161 125, qui est le montant qui nous a été financé sur un total de dépenses de 355 493 39, donc un reste à charge pour la commune de 194 368 39. C'est pas tout c'est ça, mais il y a également, mais c'est pas lisible. Donc quand on vous dit haut concours financier, c'est votre financement, c'est-à-dire que c'est la collectivité, à l'exception de sur la salle du théâtre, où je crois qu'on a eu une dotation du député. On avait dû demander 15 000 €, me semble-t-il. Donc il vient au moins des 38. Alors c'est rare parce que normalement, quand on fait appel à cette dotation-là, c'est que les travaux concernés ne sont pas financés par d'autres dotations. C'est non ciblé, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut qu'on établisse un rapport qu'on transmet, parce que les opérations ne sont pas ciblées, ils ont versé la dotation et la commune a choisi de financer les actions. Et donc il faut faire un retour pour justifier la dépense.
Bien, je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir passer au vote. Qui approuve? Personne qui s'abstient, pas d'abstention. Merci, je vous remercie. Alors, le point 3, animation senior, mise en place d'une cotisation annuelle pour les adhérents. Rapporteur Georges Jabou. Merci. Donc, comme vous le savez, depuis 3 ans, la commune s'est engagée dans une démarche envers les seniors de la commune. 4 pôles d'activité ont ainsi été créés. Atelier informatique, atelier loisirs créatifs, parmi lesquels des intervenants extérieurs participent ponctuellement et gracieusement, tels que l'atelier floral animé par Mme Mulier, et la formation gestes de premier secours organisée par les pompiers de Vienne. Gymnastique douce et atelier théâtre. Une sortie découverte a lieu environ 1 fois par mois. Exemple pour la prochaine rentrée, Halle de Rungis, briqueterie, ville de Gerbevois, etc. Jusqu'à présent, les adhérents participaient uniquement au coût des sorties, de transport, et au cours de gymnastique douce, le matériel des activités créatives et autres manifestations étant à la charge de la collectivité. Depuis sa création, le taux de fréquentation du pôle senior a augmenté de plus de 200% en un peu plus de 2 ans. En effet, à la rentrée 2012, ce service comptait 37 inscriptions, en 2013, 60 inscriptions, et en 2014, 111 inscriptions. Afin de participer de manière symbolique aux divers coûts engendrés par les activités du pôle animation senior, il est proposé de solliciter les adhérents en mettant en place une cotisation d'un montant annuel de 15 €, calculé en fonction du nombre d'adhérents et du budget alloué aux sorties de l'année 2014-2015. Il est précisé que les communes avoisinantes ne proposent pas d'animation aussi variée pour ce public. En effet, celles proposées concernent essentiellement des établissements pour personnes indépendantes, tels que les EHPAD, avec des ateliers mémoire, équilibre et jeux de cartes. De plus, généralement, les cours informatiques dispensés par les communes sont payants par le biais d'une adhésion annuelle, exemple, la Morlaix, 30 €, à laquelle s'ajoute une cotisation annuelle de 120 €, soit 150 € au total. Par ailleurs, en sondage auprès des adhérents actuels a été réalisé, il s'avère que ceux-ci sont tout à fait favorables à cette démarche, d'autant que la somme est modique et symbolique. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal, etc., etc. Alors, c'est une activité qui marche très bien. C'est en grande partie, je pense, dû à l'animatrice. Exact. Je pense que c'est très net. Et on met là une contribution symbolique, un peu plus d'1 € par mois, pour contribuer aux frais. Oui, Michel. Oui, enfin, moi, je suis pas opposé. Ce qui me gêne, c'est le terme symbolique. Cotisation symbolique, ça n'a aucun sens pour moi. Et le fait d'être senior ne vous rend pas éligible à la politique sociale. Ouais. Donc, je trouve qu'il faudrait y avoir une réflexion un peu plus large, je dirais, pour faire participer qu'il y ait des activités pour les gens, pour les seniors. Je ne suis pas contre, mais je ne vois pas pourquoi la collectivité financerait, alors qu'on est dans bien des cas avec des gens qui peuvent le financer. Les termes symboliques me gênent beaucoup. Alors donc, je vais voter cette année, je ne reproduirai pas, je souhaite une étude un peu plus poussée et que, moi ça me paraît très léger, que la méthode me gêne un peu plus. Voilà. Donc, pourquoi symbolique? Une cotisation symbolique, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire pour moi. Pour toi, ça Ça veut rien dire symbolique. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. On n'est pas obligé, on doit changer d'époque. De même que le cadeau de fin d'année, moi je pense qu'il faut revoir ce problème, que tous les personnes âgées, vous dites âgées, ne sont pas tous en attente de ce cadeau. Je pense qu'il faut revoir cette politique. On n'est plus il y a 50 ans, on n'est plus il y a 30 ans, on n'est plus il y a 20 ans. Je crois qu'il faut revoir vraiment. Et il faut bien dire que toute une partie des personnes seniors sont plutôt parmi les personnes les plus privilégiées de la société. Je crois qu'il faut en avoir conscience. Le fait d'être vieux, ce n'est pas une qualité, c'est un état, c'est comme être jeune. Et donc, je souhaiterais donc je voterai cette fois-ci, et je souhaite qu'on ait une réflexion beaucoup plus large sur le sujet. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Voilà. Et j'assume parfaitement ce que je dis. Ok. Y a-t-il d'autres remarques? Quand vous dites, dans les Écritures, c'est marqué jusqu'à présent, des adhérents participaient. Pour certaines activités. Voilà, d'accord, pour certaines activités. Pour certaines activités. Maintenant, si vous demandez de l'argent aux seniors, je pense que vous serez obligé de créer quand même quelque chose, un bureau avec un secrétariat, un trésorier et un président.
Ah non, c'est la collectivité. Avec des cartes d'adhérents, attends Michel, laisse-moi parler. C'est pas une association. Et vous n'avez pas voulu mettre en place comme des cartes d'adhérents comme le musée? C'est une association. C'est pas une association. C'est un supplément que vous demandez. C'est un service de la ville. Alors ça sera reporté dans quelle ligne de conduite? Pardon? Dans quelle ligne de conduite ça sera reporté en comptabilité ça? Dans le quelle ligne de budget. conduite? Il y aura une régie. Il y aura une régie. Il y a Donc ça sera bien 30 € par an, c'est pas. Là, sans faire espèce, je dis par mois. 15 euros. 15 euros. Par an. Hein. Par an. Par an. Et vous laissez la participation aux sorties? Oui. C'est une question. Oui. Voilà la réponse. Oui. Ça, c'est les coûts directs. Hein. On paye et on répercute. Mais là, les 15 €, c'est pour se faire supporter les frais de poste, les frais de secrétariat. C'est en ça que... Il y a un salaire. Hein? Il y a un Et salaire. puis il y a un salaire. Mais c'est en ça qu'effectivement, on a mis symbolique, parce que c'est pas... Mais t'as raison, Bon, y a-t-il d'autres questions? Alors, qui approuve cette décision? Qui approuve? Qui s'abstient? Qui vote contre? Un vote contre, je vous remercie. Le point 4, c'est peut-être le point suivant, je suis ça. Alors, FISAC, Fonds d'intervention pour les services artisanat et commerce, FISAC, dossier de demande de subvention du candidat. Rapporteur Olivier Dupont. Lors du conseil municipal en date du jeudi 28 février 2013, le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, définissant les modalités et les conditions des deux parties pour assurer les missions d'assistance au commerce de la commune et plus spécifiquement dans le cadre des actions du Fonds d'intervention pour les services artisanaux et le commerce. Par conséquent, une demande de subvention auprès du FISAC a été adressée en juillet 2014 à l'État. La Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, la DIRECT, a émis un avis favorable, la décision finale revenant au ministère. Cette aide consiste en un engagement de soutien financier à la modernisation des commerces des territoires de la commune autour de thématiques. La rénovation des devantures commerciales, la réhabilitation des enseignes commerciales et les vitrines pour les commerçants et artisans, les travaux d'éclairage extérieur, les travaux de pose et de remplacement d'enseignes, etc. Cependant, les travaux doivent obligatoirement s'inscrire dans un projet global et qualitatif de rénovation de la devanture commerciale. Le simple remplacement d'une enseigne n'est pas éligible. De plus, la réparation des sinistres est exclue du bénéfice du présent dispositif, ainsi que les travaux de nettoyage et de rafraîchissement sur les façades. De même, l'ensemble des interventions sur les dispositifs de sécurité sont exclus. Deuxième point, les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises, notamment des points de vente. Troisième point, les travaux visant à favoriser l'accessibilité des entreprises aux personnes de mobilité réduite. Il est précisé que les dossiers dont le montant prévisionnel des investissements est inférieur à 3 000 € hors taxes sont inéligibles au dispositif. De même sont exclus les activités suivantes: les pharmacies, les agences bancaires, les agences immobilières, les assurances et les professions libérales, ainsi que les activités liées au tourisme. Il est à noter que l'attribution et le versement de la subvention aux commerçants désireux de mener des travaux de modernisation de leur commerce interviendront dans le respect des étapes suivantes. Dépôt d'une demande de subvention à la commune, vérification des pièces et envoi à la DIRECT, examen par cette même DIRECT du dossier et notification du dossier complet, reçu complet, examen par le comité technique FISAC et notification de la décision quant à la recevabilité de la demande de subvention, contre-signature de la notification par le commerçant, exécution et paiement des travaux par le bénéficiaire, versement de la subvention par communale prévue de la notification après vérification de l'achèvement des travaux, de leur conformité et du dépôt de la DACCD, qui est la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Versement de la subvention par FISAC, donc par État, aux bénéficiaires par la commune après notification du taux de subvention accordé par l'État, le délai de cette notification n'étant pas fixé. Le montant des travaux de modernisation des commerces ouvrant droit à une subvention doit être compris entre 3 000 et 30 000 € hors taxes. La subvention versée sera donc comprise entre 900 et 24 000 € hors taxes. Par commerce, selon toute subvention et le montant des travaux, suivant aide de la commune et de l'État.
Il est précisé que le comité technique sera composé d'un représentant de la Chambre du commerce et de l'industrie départementale du Val d'Oise, de monsieur le maire et de l'élu en charge du commerce et des finances de la commune. Les membres de la commission commerce seront invités à ces séances à titre informatif. Pour poursuivre cette démarche de soutien au commerce, il est nécessaire que le conseil municipal puisse valider la composition du dossier de demande de subvention du candidat. De plus, afin de ne pas freiner l'action de l'administration, il est proposé de donner une délégation à monsieur le maire pour prendre toute décision concernant le dispositif FISAC engagé et pour signer tous les documents s'y rapportant. Le modèle de dossier de demande de subvention du candidat est consultable au secrétariat général. Question. Par rapport au nombre de commerçants qui étaient déjà présentés dans ce dispositif-là, s'il y en a eu d'autres qui sont venus. Il y en avait 5 qui étaient intéressés pour rentrer directement dans le dispositif. Et puis on a eu une réunion sur l'accès aux personnes à mobilité réduite, au-dessus, et ce qui a déclenché l'intérêt de plusieurs commerçants pour le processus suivant. Donc la dame de la CCI et un monsieur qui travaille avec elle sont depuis allés voir ces nouveaux commerçants-là, et puis les dossiers sont en train de se monter avec elle. Et donc pour les autres commerçants qui ne sont pas encore décidés, il y aura-t-il possibilité de rentrer dans le dispositif? À un moment, il va falloir dire stop. Hein. On communique, on fait des réunions, tout le monde est convié. Ceux qui ne bougent pas, qui ne sont pas intéressés, on peut pas. On fait notre travail de maintien et du développement du tissu économique. Et s'ils ne veulent pas, on ne peut pas non plus. C'est pas vraiment le sens de ma question. C'était quoi? Ceux qui ne se sont pas encore déclarés pourront-ils rentrer plus tard dans le dispositif? Pour l'instant, il n'y a pas de. Dans la mesure où on décide de remettre une deuxième tranche. Une fois que les subventions, le montant du budget est alloué. Le montant pour l'instant de subvention serait pour les 5 commerçants déclarés. Et par contre, après, pour la suite, ça sera budgétaire. Si on a les moyens, on remettra une ligne budgétaire. On va voir déjà comment ça se passe. Les contacts ne sont pas excellents avec les gens du FISAC, Olivier. C'est pas ça. On les a pas quand on veut au téléphone. On les a pas quand on veut au téléphone. C'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant. Mais bon. Une simple question. Qui a défini les activités qui sont exclues? C'est la réglementation. Le processus au niveau de l'État. Qu'est-ce qu'on entend les activités liées au tourisme? Ça, on ne sait pas, Michel. Nous, on rentre dans un dispositif c'est pas nous qui le créons. Nous, on rentre dans ce dispositif. Ça va plus vers les commerces de première nécessité que les commerces. Je pense qu'on n'en a pas, ça. Puis on n'en a pas, mais quand bien même on en aurait, c'est plus orienté vers les commerces de bouche, les commerces scolaires. Qu'est-ce qu'on entend par activité liée au... On a repris le texte. Je sais pas, les agences, peut-être les agences de voyage, les hôtels. C'est ça, je peux dire. Agences de voyage, hôtels. Les restaurants ne sont pas inclus dedans, par exemple. C'est la question. On regarde si on a la réponse. C'est vrai que le fond de ma pensée, je préfère qu'on ait un restaurant qui ait des ongleries, des choses comme ça, qui sont parfaitement respectables. Oui, oui. Voilà. Il me semble que pour la commune, c'est plus fondamental. Mais qui doivent quand même se mettre aux normes. Oui, d'accord. Les ongleries, les salons de coiffure, tout ça doivent se mettre aux normes quand même. Ils doivent se mettre aux normes, en tout cas, entrer dans une démarche pour se mettre aux normes, et s'ils ne peuvent pas se mettre aux normes, faire une demande officielle de dérogation. Ne perdez pas l'objectif. L'objectif, il est de nature. Il est de faciliter l'accessibilité PMR et il est d'améliorer l'extérieur de nos rues et les façades de nos boutiques. C'est ça. Alors, effectivement, suivant l'activité, ce qui est important, c'est d'aider les gens dans leur façade et dans l'accessibilité PMR. Alors après, il y a des commerces qui sont exclus, qu'on peut comprendre, mais ce n'est pas nous qui définissons ces règles. Nous, on a adhéré à un système avec la Chambre de commerce et on a mis un tiers de ce qu'on va mettre de ce qu'on va leur remettre. Voilà. Voilà l'engagement que nous, on prend pour inciter, pour aider nos commerçants, pour favoriser le commerce. C'est un moyen, on n'en a pas 36, de favoriser le commerce. Alors effectivement, il y a peut-être des priorités, mais c'est à partir de ce moment-là, on a monté des dossiers, on a fait des réunions et de nombreuses réunions. En face, c'est de nombreuses réunions. Maintenant, je ne crois pas de mémoire que les restaurants de la commune
fait de demande. Mais la crêperie est intéressée et j'ai pas entendu dire la dame de la chambre de commerce qu'elle était exclue. Donc certainement que. Je dirais que ça n'a pas dramatique, par exemple, que l'entreprise soit une petite. Oui, mais pour l'instant, elle se rapproche pas de nous, le bouge pas. Hein. À vous, c'est très dommage. C'est très cosmétique. Oui, parce que c'est pas des touristes très fréquents, effectivement. Du tout. Non, mais très peu. Et comment se décompose l'aide de la commune et l'aide de... Pardon? Comment se décompose l'aide de la commune? C'est un tiers, un tiers, un tiers. Ça dépend des actions qui sont envisagées. Ça dépend, mais en gros, c'est ça. Façade aménagement intérieur, c'est 30% État, 30% commune, 30% commerçant. Et quand c'est un accès PMR ou sécurisation des locaux, c'est 40% la part de l'État. 30% commune toujours et le reste... Nous, c'est un gros un tiers. Nous, on a une ligne budgétaire. Moi, je souhaiterais qu'elle soit consommée et qu'elle bénéficie à nos commerces. Y a-t-il d'autres questions? Pierre-Étienne. Moi, je comprends donc que ces aides sont en fait donc à l'initiative des commerçants. Ma question, en fait, c'est quel serait le moyen de pousser les commerçants à rentrer dans une charte architecturale, décorative, qui soit un peu plus harmonieuse, un peu plus jolie, un peu plus gracieuse pour la ville. Parce que là, moi, ce que j'entends, c'est que les commerçants qui n'ont pas envie de bouger, ils ne bougeront pas. Et je pense qu'on pourrait embellir notre centre-ville en poussant les commerçants plus efficacement à faire quelque chose qui va dans le sens de la commune. Et c'est pas obligatoire. Non, c'est le PMR, c'est le PMR. C'est pas esthétique le problème de PMR. Ouais, mais par exemple, moi j'ai une question qui m'a été posée. Si par exemple une dame, il manque 4 cm pour le passage, il faut qu'ils refassent par leur façade pour ça, pour 4 cm. L'idéal, c'est de trouver une dérogation qui est en route. Il faut demander une dérogation. Mais s'il manque, il manque. Il n'y a pas. Donc, je voudrais répondre à Pierre-Étienne. C'est pas l'initiative. C'est pas l'initiative des commerçants. Hein. C'est un produit qu'on a été chercher avec la Chambre de commerce. On a d'abord fait une étude avec la Chambre de commerce qui s'appelait tonicité. Non, c'était pas tonicité. On a fait 3 études. Enfin, on a fait 2 études. Une étude sur la qualité de notre commerce et sur l'étude de notre environnement commercial par rapport aux principaux pôles commerciaux autour de Viard. Première étude qui est à votre disposition, qui était plutôt favorable et plutôt qui cotait bien le commerce de Viard. On a fait une deuxième étude qui doit s'appeler Tonicité, qui avait pour but d'aider l'association des commerçants et de l'aider dans les initiatives d'optimisation de ses relations avec les commerces, dans le dynamisme de notre association de commerçants. Après, il y a les commerçants, il y a l'association des commerçants, c'est pas simple, je vous prie de le croire. Et dans les réunions qu'on a eues, nous, on a trouvé ce produit et on a proposé ce produit qui fait qu'on met, nous, un tiers au départ en essayant d'inciter les commerçants. Mais les façades de nos commerces, moi, depuis que je suis maire, j'ai dû faire 2 constats d'infraction. Pour des raisons de façade, il y en avait un, il n'existe plus aujourd'hui, il avait pratiquement mis son registre du commerce sur ses façades et ses tarifs, il n'est plus là, mais il n'était pas loin. Il y en avait un autre il avait mis en trompe-l'œil dans une boutique où il n'y avait rien à l'intérieur, encore une fois, des instruments pour le bricolage. Il avait une boutique absolument comparable à Beaumont. On lui a mis de la pression, il est parti, mais c'est très compliqué. On a l'architecte des bâtiments de France qui peut nous aider là-dessus, parce qu'à chaque fois, ça fait l'objet d'un accord. Alors on essaye de les faire rentrer dans les clous. Mais malheureusement, quand ils sont là depuis des années et des années et des années, vous voyez, il y a certains exemples qui sont profondément regrettables. J'en conviens. 90% des surfaces concernées sont dans le périmètre protégé. Ouais. Donc il y a beaucoup d'enseignes qu'on voit actuellement qui ne pourront pas être mises en l'état où elles sont là. Ensuite, il y a un coût quand même. Beaucoup de commerçants ne rigolent pas des finances en ce moment. Malheureusement. Et même des subventions de ce montant-là, c'est quand même énorme, hein, 30% sur un projet de 10 000 € à payer, c'est quand même difficile pour certains. Ça, c'est un de ces deux éléments de réponse. Le troisième, c'est que force est de constater que beaucoup de commerçants ne voient pas l'intérêt d'avoir des belles façades avec une unité, en respectant tout ça. Si je
faut continuer les 6 mm. Moi, mon avis, ils ont tort. Ah oui, Dans un périmètre à proximité, on a des communes qui s'embellissent, qui donnent envie d'y aller, qui donnent envie de consommer. Et moi, je pense fondamentalement qu'on devrait mettre tous les moyens qui sont à notre disposition pour justement les pousser et faire en sorte justement d'embellir, de rénover, etc. Je pense que c'est en améliorant tout ça qu'on attirera aussi les gens, qu'on attirera le chaland, qu'on attirera la clientèle, etc. C'est évident. Il faut les moyens pour ça. Monsieur Fulchir. Il faut se les donner. Moi, je vois ça en 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'on tombe dans des obligations contractuelles pour la sécurité. C'est clair, ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est l'embellissement de la ville qui fait plaisir à tout le monde, c'est vrai, l'embellissement de la ville c'est bien. Le troisième paramètre, monsieur Olivier l'a dit tout à l'heure, parce que moi aussi j'étais voir les commerçants, j'ai discuté avec eux, c'est le chiffre d'affaires actuellement, ça se passe très mal pour eux. Ils ne sauraient pas mettre la main au porte-monnaie pour faire certaines choses. Donc il faudra peut-être un jour créer une ligne de conduite budgétaire pour dire aider nos commerçants sur une ville plus belle. Parce que je reconnais qu'il y a beaucoup de commerçants qui disent, moi ils nous disent certains, si ça compte comme ça, on fermera la clé. Ah oui, on m'a dit la même chose. Ah non, mais on fermera la porte, ils n'y arrivent pas, ils ont du mal à joindre des bouts. Alors si on met encore des obligations contractuelles, c'est pas vous que je mets en responsabilité, monsieur le maire, c'est l'État. Je sais lire quand même, je regarde les dossiers, j'ai l'impression que ça touche. L'État nous donne des obligations qu'elle ne peut pas assumer. C'est clair, il faut le dire. Vous parlez de la loi PMR? Oui, bah bien sûr. C'est bien beau de dire en fait des grandes façades, mais qui va payer? Le commerçant ne peut pas aujourd'hui. Il a cette formation. On propose 60-70% de prise en charge. C'est vrai qu'après. Ou alors faire les chantiers sur 10 ans. Je ne sais pas, peut-être dans quelque chose. Voilà, moi c'est ce que je me dis. Bien, c'est malheureusement le contexte économique actuel. On en est bien conscient. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'efforts. Je pense que ce qu'on peut dire en urbanisme, en tout cas, c'est que s'il y a des modifications sur les commerces, on essaiera effectivement d'influencer au maximum les gens qui déposent des permis pour qu'il y ait une unité. Et je pense qu'on fera le maximum, mais il y a des choses qu'on ne peut pas imposer. Sauf à financer 100%. Oui, c'est pas notre rôle non plus. C'est pas notre rôle. S'il vous plaît. Il y a des dates butoirs pour le PNR, pour mettre aux normes? Oui. 21 septembre 2015, où une déclaration CERFA qui dit qu'on est aux normes, il n'y a pas beaucoup à dire, ou bien une dérogation envoyée, ou bien un dossier qui prouve qu'on est en train de se mettre aux normes. En tout cas, comment préfecture. La préfecture. Et après, il faut monter le dossier. Et ça, c'est un gros problème. Oui, justement. Là, est-ce qu'on peut avoir une aide pour monter le dossier, c'est Ah oui, d'accord. C'est cher, c'est il faut dire en minutes. Oui, facile. La réunion qui a lieu en présence des gens de la Chambre de commerce au mois de mai, ou un peu avant peut-être, on est arrivé à un total, ceux qui font le diagnostic et qui font la demande de travaux, de 1 300 €. Prix négocié par la Chambre de commerce avec un prestataire. Après, les commerçants sont libres eux-mêmes d'aller trouver un prestataire moins cher. Ils sont aussi libres de le faire eux-mêmes. Avec le risque de ne pas bien remplir les cadres, c'est des trucs tellement compliqués. Voilà. Le problème de la Chambre de commerce, c'est qu'il faut toujours payer avant d'avoir une aide. Eh ben. Oui, d'ailleurs, la réunion, nous, on l'a financée, la mairie, ils ne sont pas venus ici gratuitement. Mais eux proposent un prestataire. C'est pas une obligation, on ne met pas le couteau sous la gorge. Ils peuvent très bien, les commerçants, aller chercher un prestataire qu'ils veulent ou le faire seul. Là, nous, on a proposé une réunion pour faire un point sur avec les dates importantes et faire un point sur les obligations. Alors, 90% des commerces font faire une demande de dérogation. Ils vont d'abord faire un diagnostic pour voir s'ils sont aux normes ou pas. À mon avis, il faudra faire l'économie parce que, évidemment, beaucoup ne sont pas. Et après, une demande de dérogation. Et la demande de dérogation, c'est ces points-là qu'il ne faut pas rater pour qu'ils soient acceptés. Et beaucoup ont des dérogations possibles et évidentes. La largeur des trottoirs, une pente de maximum de 5 ou 8%. Quand vous avez une marche au niveau de la boulangerie ou vous avez des magasins de fleurs ici, il faudra que les 300 mètres. Un des problèmes qu'il y a dans ce domaine, comme dans d'autres, je vais pratiquer professionnellement, c'est qu'il y a le problème de mise aux normes. Les gens commencent à s'inquiéter
je dirais, quand l'échéance se répète avec suivre, on commence à s'inquiéter quand l'échéance devient proche. Bah, il s'inquiète parce que tu as des amendes de 45 000 € par derrière. Ouais, c'est un texte. Exactement. Bien, s'il vous plaît, je vais vous demander de revenir au FISAC. Et donc, si vous en êtes d'accord, qui est d'accord pour l'adoption de cette subvention de ce point 4? Qui est d'accord? Qui s'abstient? Pas d'abstention? Pas de vote contre? Je vous remercie. Alors le point suivant, c'est le point 5. FISAC, 2 points. Subvention à l'Union des commerçants. Subvention à l'UCAV. Afin de maintenir les animations commerciales déjà en place et de développer d'autres activités sur la commune, certaines actions ont été recensées afin de permettre une participation financière de l'État et de la commune sur les dépenses qui seraient engendrées par l'association au cours des manifestations organisées sur les communes dans le cadre du FISAC. À cet effet, lors de l'animation sur le marché de Noël organisé par l'Union des commerçants de l'artisanat de Viarme le 12 décembre 2014, la société Cadence Animation est intervenue pour un montant de 1 706,16 € hors taxe. Aussi, il est proposé d'autoriser M. le maire à verser une subvention à hauteur de 500 € à l'UCAV, conformément au plan de financement acté dans le dossier FISAC. Il est précisé que la part des subventions de l'État s'élevant également à 500 € ne pourrait être versée par la commune qu'à partir du moment où celle-ci aurait reçu la notification de l'accord de l'État. Il est précisé que le reste à charge de l'association est la différence, soit 706,16 €. Quand on a déposé le dossier à la directe en juin 2014, aidé par la Chambre de commerce, il était de bon ton d'aider aussi l'association des commerçants. Ça fait partie de l'ensemble du dossier, des règles qui rendaient le dossier éligible. Voilà. L'Union des commerçants, c'est aussi il organise un événement comme sur les fêtes de fin d'année, sur les fêtes de Noël. La commune en elle-même ne l'organise pas, c'est l'UCAV depuis plusieurs années qui crée un événement. Donc, aider l'association des commerçants aussi dans le cadre du FISAC pour essayer de faire durer cette aide-là, c'est pas forcément un mal. Par rapport au montant des subventions de 500 €, c'est hors taxe? Ou c'est TTC? C'est 500 € sur les 1706, oui, c'est Il y a des subventions. Les subventions là, c'est des hors taxe? Il n'y a pas de notion de TVA. Il n'y a pas de TVA sur les subventions. C'est en taxe. Comme les subventions qu'on verse aux associations. Parce qu'il est précisé que la différence sera de 706 €, mais c'est pas précisé hors taxe. 1706,16 moins 1000, quoi. Donc il aurait pas Oui, si c'est précisé en taxe, ça devrait oui, pas c'est être. pas trop intéressant. Si, le montant, c'est 106 €. Ouais. Parce que l'Union des commerçants, eux, vont payer TTC. Ah, ils l'ont déjà payé. Ah, oui, Oui, d'accord. Donc c'est pas 706 €, ils vont payer. ils ont payé la facture. 1706 plus la TVA. On est d'accord. Je ne crois pas. Bien, qui est d'accord sur ce point? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Un vote contre, Michel? Est-ce qu'on n'est pas un peu mis en fait accompli? Je me chiffonne un peu dans la démarche. On est dans le des cadre accords avec eux, je suis d'accord, enfin qu'on ait des accords dans le cadre du FISAC pour les aider, mais après les 1700 €. Ils respectent la procédure FISAC, et d'ailleurs on y voit aussi une des faiblesses. C'est aussi pour ça que les commerçants ne rentrent pas tous dans le jeu. Là, la facture, eux, ils l'ont payée au mois de février. Ils ont 500 € qui va arriver si on vote aujourd'hui, sur les 1700 hors taxe, donc. Et les 500 suivants, ils ne percevront que quand on aura donné la notification de l'accord de l'État. C'est peut-être dans 6 mois ou dans un an. Non, je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire que s'ils avaient dépensé 5 ou 6 000 €, ils auraient peut-être fait la même démarche, on se serait retrouvé à payer les 2500 €. Non, c'est bien un plafond. Oui, il y a un plan d'action qui est là, dans le cadre du processus, c'est pas possible. On respecte la procédure FISAC. Bien, vous aviez, il n'y a pas, à part Michel, avis défavorable. Non, contre. Non, je vais contre. Michel. Défavorable. Contre, excuse-moi Michel. Ok, je vous remercie. Point suivant, renouvellement de la convention d'objectifs et de financement du RAM, Marie-Pascale. La convention du RAM arrive à échéance le 30 juin 2015. Dans le cadre de son renouvellement, la collectivité se doit d'établir un bilan de fonctionnement détaillé de la structure portant sur l'exécution du projet précédent
2013-2015, ainsi que les nouvelles orientations envisagées pour les années à venir. Il appartient ensuite à la CAF de prendre sa décision sur le maintien de l'agrément du RAM. En référence à la circulaire de février 2011, le RAM est un lieu d'information, de rencontre et d'échange au service des parents, des assistantes maternelles et, le cas échéant, des professionnels de la garde d'enfants à domicile. Informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil, sans opposer l'accueil individuel à l'accueil collectif. Contribuer à la professionnalisation, l'accueil individuel en permettant aux professionnels du secteur de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques professionnelles, de façon à favoriser la construction d'une identité professionnelle et promouvoir la formation continue. Madame Céline Cordier, éducateur de jeunes enfants, animatrice du RAM, doit rencontrer prochainement, avec moi-même, la responsable du réseau RAM-CAF et le président de la communauté de communes Carmel Pays de France afin d'évoquer le manque de RAM des autres communes de la communauté de communes. À ce jour, la commune compte 30 assistantes maternelles agréées libres, 10 fréquentent régulièrement le relais et 20 à 25 participent régulièrement aux activités. Au vu de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter le renouvellement de la convention pour les années 2015-2018. Le bilan de fonctionnement ainsi que le contrat de projet du relais peuvent être consultés au secrétariat général en ligne. Tu en parles? Oui. C'est intéressant. Alors, sur 2014, il y a eu entre autres des conférences débats sur le thème le développement moteur de l'enfant et de la naissance au premier pas, en partenariat avec la PMI. Et il y a eu une formation PSC1 pour 8 assistantes maternelles en accueil-jeu, aux accueils-jeux. Alors, pour les enfants, il y avait une visite de l'école maternelle, ferme spectacle rigolo, pique-nique, spectacle de fin d'année du RAM. Et pour les familles, nous avions diffusé la plaquette de présentation du RAM parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de familles sont démunies au moment où elles doivent surtout faire des contrats avec des assistantes maternelles. Donc là, le RAM est un rouage important. Ensuite, après, il y a évidemment, comme d'habitude, la venue du Père Noël, les fêtes habituelles et le Téléthon. En 2015, alors, visite de l'école maternelle pour les enfants scolarisés en septembre 2015, je crois que c'est lundi d'ailleurs. Ouais. Et j'ai suggéré aussi à la directrice de les emmener visiter la garderie périscolaire et le restaurant scolaire. Parce que je pense que c'est quand même passer du multi-accueil à l'école, c'est quand même un changement relativement important. On redonne faire un spectacle rigolo parce que c'était assez extraordinaire, j'y suis allée l'année dernière. Et puis de nouveau, pique-nique de fin d'année dans les jardins, spectacle de fin d'année. Et puis nous attendons avec impatience l'ouverture de la bibliothèque. Où il y a un coin il y a un espace aménagé pour les enfants qui est de grande qualité. Et donc c'est vrai que le lieu multi-accueil attend cet endroit avec impatience. Toujours pour les assistantes maternelles, toutes les nouvelles assistantes maternelles agréées sont évidemment informées des existences du RAM. Et puis on les informe aussi sur la formation continue. Des petites choses après, on va mettre en place un petit tableau de petites annonces parce qu'on s'aperçoit qu'aussi les gens ont besoin d'échanges d'informations. Et le RAM édite un journal qui est diffusé aux assistantes maternelles, aux familles employeurs, qui les aident sur des questions pratiques. Je pense que c'est un rouage important et effectivement, on va rencontrer une responsable RAMCAF parce que nous avons beaucoup de visites et de coups de fil d'assistantes maternelles des autres communes, de la communauté de communes. Donc il semblerait qu'il y ait un vrai besoin sur Carmel Pays de France. Donc nous la rencontrons aussi, je crois, la semaine prochaine. Voilà. Vous savez où c'est situé le RAM plus? Tout le monde sait où c'est. C'est au lieu multi-accueil. Oui. Au-dessus, c'est au-dessus? Oui, et l'accueil est tous les lundis matins. Les lundis matin. Bien. Y a-t-il des questions? Qui est avis favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Sur le point d'avant, je voudrais vérifier sur le point d'avant, il n'y a eu qu'un vote contre uniquement, c'est tout. Hein. C'est ça, Michel? Oui, moi je il y a eu que ça. S'il vous plaît. Il y a eu favorable, il y a eu
Avis favorable de tout le monde, sauf le vote de Michel. D'accord. C'est pour être sûr, pour ne pas faire une erreur dans le compte rendu. Voilà, je vous remercie. Alors, le point suivant, après ce brillant exposé de Marie-Pascale, le moins brillant Gérard Allard va nous parler du syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale du Val d'Oise. Alors, c'est un point important, c'est l'adhésion de la commune de Fréminville. Alors le syndicat le syndicat mixte de gestion de la fourrière animale du Val d'Oise a reçu une délibération datée du 12 mars 2015 relative à une demande d'adhésion de la commune de Fréminville. Lors de sa séance en date du 28 mars 2015, le comité syndical a accepté l'adhésion de cette commune. Conformément au statut, pour valider cette procédure d'adhésion, il est nécessaire que chaque commune membre délibère au sein de son conseil pour donner son avis. Le conseil municipal, à chaque commune membre, dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant. À défaut de délibération, dans ce délai, l'avis sera réputé favorable à l'adhésion de la commune de Fréminville au syndicat mixte de gestion animale du Val d'Oise. Il convient donc à l'Assemblée de se prononcer sur l'adhésion de la commune pour adhérer au syndicat mixte de gestion animale du Val d'Oise. Bon, il faut savoir qu'on a eu du mal à avoir une fourrière. Hein, dans le Val d'Oise, on n'avait pas de fourrière animale. Alors, ça a mis une petite dizaine d'années pour pouvoir la créer. Et elle a été créée à Bouillard-sur-Oise. Voilà. Et il y a à peu près il y a 79 box. Et les animaux sont stockés, on peut dire stockés, gardés pendant 10 jours. Après, c'est la SPA qui prend le relais. Bon, ça nous est utile quelquefois lorsqu'on a des animaux errants. Ça nous est utile. Et les animaux morts. Et bien sûr. Et ramasser les animaux. Et si on n'avait pas de fourrière, ça serait une autre fourrière qui nous débarrasserait de ces animaux-là, mais moyennant payant. Pour information, Fréminville, c'est au bout du Vexin. Oui, c'est vrai. C'est grand le bassin. C'est-à-dire que toutes les villes hors sont dans cette. Il y a combien de villes participent à ça? 185 communes. Ah, voilà, d'accord. Et la première fois, on n'a eu que 179 communes. Et chaque année, maintenant on est au bout. Hein. Là, on est à 185. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point d'ordre du jour qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci, je vous remercie. Alors, modification des statuts du syndicat intercommunal de réalisation et de gestion des équipements sportifs du CEP, LP de la commune de Montsou, retrait de la commune de Seugy. Bruno Lopez. Le syndicat de réalisation et de gestion des équipements sportifs pour le CES, le lycée professionnel et la commune de Montsou, lors de la séance en date du 14 avril 2015, a délibéré sur la demande de retrait de la commune de Seugy. À cet effet, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. Passé ce délai, cet avis sera réputé défavorable à la demande de retrait. Il a été précisé lors du conseil municipal du 5 mars 2015, délibérant sur le retrait d'une autre commune à ce même syndicat, que les participations financières des communes membres ne seront plus calculées ni sur la base du potentiel fiscal, ni sur le nombre d'habitants, mais uniquement selon le nombre d'élèves fréquentant le collège et ou le lycée. Pour la commune de Viarmes, la cotisation 2014 s'élevait à 9 443 €. Le nouveau calcul, avec un nombre d'enfants similaire à 2014, amènerait une cotisation de 2 578 € pour 13 enfants.
Il convient donc à l'Assemblée de se prononcer sur les modifications statutaires du syndicat intercommunal de réalisation et gestion des équipements sportifs pour le CES, le lycée professionnel et la commune de Montsou. Les questions. C'est toi qui es au syndicat. Oui. Ça veut dire que ce J, il n'y a plus d'élèves. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'on s'enlève. Ça ne veut pas dire. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir des enfants de la commune et on C'est pas obligatoire, la participation n'est pas obligatoire. C'est ça qui est terrible. Oui, c'est pas très. Je demandais pour quelle raison ce J se retire. Ah, je sais pas. Que je n'ai pas précisé. Non. C'est par rapport au nombre d'enfants. Peut-être. Non, je ne sais pas, c'est peut-être un minimum d'enfants. Les communes qui se sont retirées, c'est parce qu'ils avaient un minimum d'enfants. Alors ça crée un déséquilibre parce que je sais que pour Baillet, par exemple, ils ont une augmentation en plus de 12 000 euros. Ouais. Oui. C'est pour professionnel de Montsou, c'est pas de Montsou de la région, c'est celui de partout. Et bien souvent de Sarcelles, et Sarcelles ne fait pas partie de la commission et ne veut pas y voir. Bien, merci. Bruno, y a-t-il d'autres questions? Qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Alors, le point 9 est un point effectivement il s'agit là de l'avis sur la demande d'affiliation volontaire de la commune de Saint-Germain-en-Laye auprès du CIG. Donc, par courrier reçu le 17 avril dernier, le Centre départemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France nous a fait part que la commune de Saint-Germain-en-Laye demande son affiliation volontaire ayant souhaité bénéficier des ressources mutualisées dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Cette commune employant 900 agents conservera toutefois une gestion locale de ses commissions administratives, comme le permet l'article 28 de la loi 84-53 du 26 janvier 84. Cette demande doit préalablement à sa prise d'effet être soumise à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés disposant d'un délai de 2 mois à compter du courrier adressé pour faire part de leurs oppositions éventuelles à cette affiliation. L'absence de réponse de la collectivité dans les dits délais sera donc considérée comme un accord de sa part pour l'affiliation de la commune de Saint-Germain-en-Laye au CIG, qui doit se trouver à Versailles, je crois. Voilà. Donc c'est une commune qui décide de rentrer. On nous demande un accord de principe pour l'accueillir dans le CIG. Qu'est-ce que ça veut dire conservera toutefois le cas d'explication administrative? Pardon? Non, ça veut dire conservera tout comme. Conservera tout comme. Muriel, on va vous répondre. Les commissions administratives paritaires, donc les instances et les comités techniques, donc elles les conservent. Finalement, aujourd'hui, elles bénéficient de services rendus par CIG par le biais de conventions séparées. L'organisation de concours, les conseils statutaires qu'elles peuvent obtenir, ou le secrétariat de la commission de réforme ou du comité médical. Le fait d'adhérer, elle va payer donc une cotisation pour ses services, mais il y aura une mutualisation et elle pourra bénéficier du service beaucoup plus pour un remplacement personnel, voilà. Non mais c'est d'accord, je suis avec le CIG, mais le fait qu'elle conserve toutefois la gestion locale. Oui, parce qu'au-delà d'un certain nombre d'agents, vous êtes obligé d'avoir vos instances internes. D'accord. 800 agents. Ça a été le cas, il n'y a pas si longtemps que ça, lors des élections du comité technique en décembre dernier, pour les collectivités qui avaient plus de 50 agents, et l'obligation d'avoir leurs propres instances en local. Oui. Quel sera l'impact sur la commune, pour la nôtre? Ok, puisque c'est un service payant. D'accord. Ça ne change pas. C'est combien d'habitants Saint-Germain-en-Laye? Combien? Pas combien? Bien. Si on fait une règle de 3 par rapport à nous et le nombre d'employés au sein de la commune, donc il y a 50 Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont 800 agents, c'est-à-dire qu'ils dépassent la barre des 800.
Oui, puis les règles de droit, les règles de droit ne veulent absolument rien dire. C'est ça. Pardon. Bon. 39 476 habitants. 39 476. 40 000. Non, le précis. Bien, je vous remercie. Donc, qui est favorable à l'adhésion de Saint-Germain-en-Laye? Pas d'abstention. Michel, non, monsieur? Pas de vote contre, je vous Non, mais remercie. je peux expliquer que j'ai voté contre tout à l'heure, mais je crois que c'est T'as raison, t'as raison. C'est très bien. c'est pas la peine. Bien, je vous remercie. Recensement, rémunération d'agents recenseurs, création de 10 postes pour le recensement 2016. Marie-Pascale. Le recensement de la commune sera réalisé en 2016. La collecte se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016. Cette opération donnera lieu à un partenariat étroit entre les services de l'Institut national de la statistique et des études économiques et la commune. Ce recensement est important. De la qualité de la collecte dépend le calcul de la population légale mise à jour chaque année, fin décembre, ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements diffusés au mois de juillet suivant. Deux évolutions majeures depuis 2011 sont à signaler. Depuis 2015, chaque personne recensée peut répondre au questionnaire par Internet. L'an passé, un tiers de la population recensée a choisi ce mode de réponse. L'INSEE conseillera la commune dans la mise en œuvre de ce mode de collecte. Pour accompagner ce changement, l'INSEE met à disposition une application informatique spécifique qui simplifie les tâches de gestion de la collecte en mairie et permet un meilleur suivi de l'enquête. Un coordinateur communal et son suppléant seront les interlocuteurs privilégiés de l'INSEE. Ils seront responsables de la préparation, de la réalisation de la collecte et du recensement. Leur mission nécessite qu'ils soient disponibles pendant la période du recensement et qu'ils soient à l'aise avec des outils informatiques simples. Leurs missions consisteront en particulier à assurer l'encadrement des agents et le suivi en continu de la collecte, mais aussi à préparer en amont cette collecte. Il est précisé que la collecte des informations dans les communautés internes à maison de retraite sera effectuée par l'INSEE également à cette même date. En référence de la circulaire, non. Je ne suis pas devant le moyen. Je sais. Je n'ai pas parlé, c'est pas grave. Les moyens humains à mettre en œuvre nécessitent le recrutement d'agents recenseurs. Le nombre dépend de la taille de la population. Il est précisé qu'un agent ne doit pas avoir plus de 250 logements, soit environ 500 habitants à recenser. Compte tenu de la population de Viarmes, il y a lieu de créer 10 postes à temps non complet d'agents pour la période du 21 janvier au 20 février. Ces agents seront rémunérés de la façon suivante: 1,39 € brut par bulletin individuel, 0,70 € brut par feuille de logement. Il s'agit d'une rémunération forfaitaire par agent qui ne peut être inférieure au SMIC horaire basé sur un quantitatif. 500 bulletins pour 250 logements estimés par agent. Au regard de la pénibilité de cette tâche et suivant la configuration du territoire de la commune, une légère majoration de 90 € par agent pour la période de collecte est envisagée. En ce qui concerne la formation obligatoire, évaluée à 2 séances d'environ 3h30 chacune, celles-ci seront rémunérées à 33 € brut la séance, afin de respecter le SMIC horaire à minima. Par rapport au dernier recensement 2011, la rémunération des agents recenseurs a été augmentée d'environ 170 € brut. De plus, compte tenu du temps alloué en dehors de ses horaires habituels à cette mission complémentaire et spécifique pour l'agent coordinateur communal suppléant et l'agent communal administratif, il est donc proposé de leur attribuer une somme forfaitaire de 100 € qui seront convertis en IHTS, indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Il est précisé que les coordonnées d'un interlocuteur de l'INSEE seront communiquées en octobre 2015, le superviseur, qui sera le correspondant privilégié de l'INSEE pendant toute la période de la collecte. Il prendra contact avec le coordinateur communal début novembre 2015 pour préparer ce recensement. Parallèlement, une formation sera également organisée par cet organisme. Le coordinateur communal, c'est toi. Est-ce que ça appelle des questions? Pas de questions. Qui seront du coup les agents recenseurs? Qui va être recruté? Pardon? On va recruter, on passe une annonce. C'était la dernière fois avec des étudiants, des gens qui travaillaient plutôt le matin et qui finissaient l'après-midi. Enfin, c'était assez varié. Oui,
Mais il y avait des gens d'extérieur. Oui. Il y a des virements. Ah bah, Il y a des virements. ah bah, c'était que des virements. C'était des virements. C'est des Moi, virements. je sais, j'avais la dernière fois, j'avais. Ouais, ouais. Il faut bien le faire ce travail, hein. C'est un vrai travail. Hein, parce que, Bah, c'est assez difficile en fait. C'est pas simple. Hein, et oui, ça dépend des secteurs aussi. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Donc le point 11, le rapporteur c'est moi, c'est ça? Donc je vais rapporter le point 11, modification du tableau des effectifs. Création de poste suite à avancement de grade. Donc l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que les emplois de chaque collectivité ou établissement public sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de délibérer pour la création de tout poste nécessaire au fonctionnement des services. Suite à la proposition du CIG dont on parlait tout à l'heure, de la possibilité d'évolution de grade pour plusieurs agents de la collectivité et après étude de leur dossier, il s'avère que ces agents réunissent les prérequis nécessaires pour accéder à ces nouveaux grades. Afin de permettre cet avancement de carrière pour ces agents, il y aurait lieu de modifier le tableau des effectifs puisque ces postes n'existent pas au sein de la collectivité. Il est rappelé que cette démarche est une des possibilités pour la collectivité de participer à l'évolution professionnelle des agents qui, de par leur travail, méritent d'être encouragés. Il est donc proposé au conseil municipal la modification suivante au tableau des emplois des effectifs à compter du 1er juillet. La création d'un poste éducateur principal jeunes enfants. Ça, c'est pour votre information, ça concerne le multi-accueil. La création de 2 postes auxiliaires de puériculture principale, 2e classe. Ça concerne également le multi-accueil. La création d'un poste adjoint animation principale 2e classe, c'est l'enfance. La création d'un poste agent de maîtrise principale, il s'agit là des espaces verts, services techniques. Et la création d'un poste adjoint administratif principal, il s'agit là d'un agent de la mairie. Il est précisé que l'incidence financière, bien évidemment, a été prévue, calculée au moment de l'arrêté du budget. Donc je vous demande, si vous en êtes d'accord, de nous autoriser à effectuer cette modification. Qui est favorable? Est-ce que, une question simplement, est-ce que par rapport à un document qu'on a rendu ultérieurement, là, par rapport à un document qui nous a été remis ultérieurement, concernant les grades des agents, est-ce que ça laisserait sous-entendre que des agents non titulaires passeraient titulaires? Non. Absolument pas. C'est dommage. Je pense que c'est dommage. Voilà. Donc, qui est donc pour cette modification? Avis favorable? Pas d'abstention? Je vous remercie. Alors, le point 12. Le point 12, c'est le site club. Et Daniel Dess, donc, étant absent, étant excusé, je vais vous rapporter ce point qui est un point d'information. Comme chaque année, le site club adresse un rapport retraçant l'activité de l'établissement sur la commune. Ce rapport fait l'objet d'une communication au maire, par le maire au conseil municipal. Il contient la situation des réseaux, les travaux d'entretien, le bilan financier, les prévisions de travaux 2014. Alors c'est un gros document, je vais vous en donner le principal du contenu, mais je précise qu'il est à votre disposition au secrétariat général. Alors, je peux vous dire, dans les points importants pour 2014, qu'il y a eu 22 800 mètres linéaires de travaux qu'ils appellent de mise à jour des plans réseau d'eau usée de Viarmes.
Ça a été réalisé, il y a un procès-verbal qui a été fait, une mise à disposition. C'est un tracé des réseaux dont on n'a pas forcément exactement la connaissance. Et tous les ans, ils contribuent à mettre à jour les réseaux non visibles et à nous en transmettre une parfaite connaissance. Alors, il y a une liste détaillée des rues qui ont fait l'objet de cette analyse qui est à votre disposition si vous souhaitez l'examiner. Travaux réalisés durant l'année 2014. Là, il s'agit de 5965 mètres de curage et d'inspection télévisée. Donc, c'est des travaux qui ont vocation à nettoyer, à assainir les réseaux, et ça concerne également, donc il nous donne un détail par rue des travaux qui ont été amenés. Ce sont des travaux préventifs, tout ça. Alors ensuite, il y a les interventions d'urgence. C'est ce qu'on voit quelquefois, suivant les saisons. Il y en a eu, alors la liste est ici. Le 10 janvier, rue Eugène Lair. Je suis en 2014, je vous rappelle, c'est l'année 2014 qui nous est donnée. 10 janvier, rue Eugène Lair. 21 janvier, ruelle Saint-Lard. 18 février, ruelle du Fréchot. 1er avril, 126 rue de Paris. 1er mai, rue de Royaumont. 9 mai, 2 ruelle du Fréchot. 3 juin, 1 rue de Branly. 27 juillet, 106 rue de Paris, soit 8 unités. Entretien des clapets anti-retour. Les clapets anti-retour sur les branchements particuliers du 22 route de Royaumont et du 38-34 rue de Paris sont démontés, nettoyés 2 fois par an au mois de décembre. C'est vraiment un inventaire de leur travail. Il n'y a pas eu d'entretien de poste de refoulement sur la commune. Travaux sur réseau petite réparation. Travaux sur réseau petite réparation. Ça a représenté pour le site club sur l'année 113 974 €. C'est Clépéter, Clémenceau, Moncel. C'est assez éparpillé. Il y a du Pasteur, de la République, de la Garette, de Clépéter. Il y a le détail, il y a les dates, le niveau d'intervention, l'origine de la demande, l'entreprise qui est intervenue et le montant détaillé de l'intervention, dont l'addition de toutes ces interventions représente 113 000 €. Enquête de branchement, ça c'est des vérifications de bonne destination de branchement, qui sont quelquefois à notre initiative en termes de demande. Il y en a eu 5. Conformité 60, dont 11 non conformes et 4 en contre-visite. Avis sur permis de construire 12. Voilà pour les principales informations qui nous envoie, que le syndicat nous envoie sur son activité 2014. Alors, je vous reprécise que ce document, astreinte, point final, astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bilan financier, coût mentionné sur le rapport, donc il y a un total financier, coût mentionné sur ce rapport, curage, inspection télévisée, entretien caplet, intervention 30 261 €. Curage donc de la pompe de poste de refoulement 0. Il n'y en a pas eu. Enquête branchement, visite de conformité 750 €. Et travaux, je vais vous les donner le chiffre, 113 000 €. Ce qui représente un total de travaux d'entretien sur gamme pour 144 985 €. Voilà. Le document est à votre disposition. Je vous en donne l'information, ça n'appelle pas de vote. Je vous remercie. Information. Alors, on a joint dans votre dossier on a dû vous envoyer le tableau des commissions mises à jour. Et en information, je peux
Alors, les questions du dernier conseil. Pierre Fulchir indique qu'il y a une quinzaine de jours, un camion a déversé des pierres sur le terrain où seront construites les 23 maisons. C'est la question de tout à l'heure. Il ne faudrait surtout pas que cela devienne un dépôt d'ordures. J'en profite pour vous préciser qu'il y a une journée de relevé de dépôt d'ordures, auquel vous êtes tous cordialement invités. Départ 7h30. Samedi. Départ de... Non mais quelquefois, il faut être un peu dans le concret. Là, on l'est. C'est départ 7h30, samedi. Alors, je reviens à la question de Pierre. Il indique également que des enfants jouent sur ce terrain. Celui-ci devrait être fermé. Alors, la police municipale a effectué une patrouille pénètre sur le terrain. Elle n'a pas constaté de présence de pierre. J'ai vu des photos déversées par un camion. Donc je suis un menteur, c'est clair. Non, mais j'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit ça. Je dis simplement, moi je dis ça, elle n'a pas constaté de présence de pierre. J'ai pas dit que tu étais un menteur. De plus, il a étudié la possibilité de mettre en sécurité le terrain avec une clôture légère. Alors ce qu'on a fait des photos qui sont, si vous voulez consulter, on a isolé les... C'est quand même préférable, parce que s'il y a un accident, on est quand même responsable. Hein. Pardon, oui, mais je suis responsable, je le sais bien sûr. Pas peine de chercher des ennuis, ça sert à rien. Les parents sont aussi responsables. Non, attends. À partir du moment où on met une option sur les terrains, on est des responsables. C'est clair. Mais il n'est pas question de ne pas être responsable. Mais ça n'impose pas mettre une clôture. Oui, ça serait bien. Mais si tu veux, c'est parfaitement possible de nous dire exactement à quel endroit il y a les pierres et puis on ira voir. Je vais voir les personnes qui m'ont dit que il faut. Ensuite, question de M. Damoval avait signalé qu'une entreprise avait pollué la rue Pierre-Marie Curie. Il lui semble que celle-ci est venue nettoyer. Le béton a été rejeté sur les trottoirs d'en face. Alors, M. Jacques Renaud précise que ce qui est visible a été nettoyé, mais le problème est que le ciment est rentré dans un abattoir, puis dans un puisard et qu'il faut prévoir un curage du réseau. Le curage a été vérifié. Et le curage a été fait et vérifié, c'est ça, Jacques? Oui. Alors, le souci, en fait, c'était pas ça. La précision que j'avais apportée, c'est qu'il avait nettoyé le puisard, mais qu'il avait mis les déchets, enfin, une partie des déchets sur le trottoir d'en face. Oui, alors, le nettoyage des puisards par l'entreprise a été constaté par la police. Monsieur Damoval indique... Oui, alors ça, c'est ça. Ça a été rétabli. Mais c'est bien de nous prévenir, parce que si on le sait tout de suite, c'est beaucoup mieux, ce genre de choses. Je ne sais pas qui a vu un camion qui déposait des... Si, c'est quelqu'un qui nous a téléphoné, il y a un camion qui déposait des ordures quelque part. Oui, moi j'ai reçu le message de Muriel. Et on n'a pas eu le temps de prendre la plaque... On n'a pas eu le temps de prendre la plaque numéraire. C'est la laine de verre au bois de paroi. La laine de verre au bois de paroi. On n'a pas eu le temps de prendre la plaque, le numéro de la voiture. Par contre, une employée municipale qui n'était pas au travail nous a signalé une voiture qui s'est pris un poteau. Et qui nous a plié un poteau au rond-point sud de Gare. Et on a pu contacter le propriétaire qui a reconnu et qui assumera sa responsabilité. Question suivante, M. Damoval indique qu'il y a une petite ruelle abandonnée depuis plus de 35 ans qui n'est jamais entretenue entre la rue de la République et la rue Jules Ferry. Il y en a deux, en fait, du Muriel qui connaît. Non, juste pour préciser. Pour préciser. On a écrit à tous les propriétaires. On a écrit à tous les propriétaires. Entre la rue qui donne les passants entre la rue de la République et la rue Jules Ferry, de manière à ce qu'ils élèvent leur végétation débordante. Concernant la végétation débordante des propriétaires, un courrier a été adressé à chaque riverain. Certains ont déjà fait le nécessaire, voire photo, en partie. De plus, dans le cadre du programme Job d'été, l'entretien de cet espace sera programmé. Parce que c'est effectivement, donc ça sera intégré. Voilà pour les questions. Alors, information. J'ai reçu la gendarmerie cet après-midi. Le rapport du lieutenant Pipard me donne sur une période. Alors, s'il n'y a pas de date, je pense que c'est de janvier à mai. De janvier à mai, je vais vous donner une comparaison N-1, tout simplement. Délinquance générale. 2015, 78, 2014, même période, 82.
Délinquance de proximité, 40 cette année, 3 l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui rentre dedans? C'est jamais très simple. Délinquance de proximité, ça peut être quelque chose de simple, comme quelque chose d'important. Atteinte volontaire à l'intégrité des personnes, 10 cas cette année, 0 l'année dernière. Atteinte aux biens. Attendez, excusez-moi, j'ai pas pris la bonne colonne, je recommence. Délinquance de proximité, excusez-moi. Je recommence. Délinquance générale, 78 pour 82, c'est ce que j'ai dû vous dire. Délinquance de proximité, 40 pour 36. Atteinte volontaire à l'intégrité, 10 pour 10. Atteinte aux biens, 47 contre 50. Vol, 42, 45. Dont vol lié au véhicule, 23, 21. Et c'est quand même énorme, hein, ça gros. Cambriolage, 10 cette année, 7 l'année dernière. Dégradation, 5, 6. Escroquerie, infraction économique et financière, 8, 9. Criminalité organisée, 0, 1. Loi sur la sécurité intérieure, 1 à 0. Et stupéfiant, 4 pour 8 l'année dernière. Vous aviez dû voir certainement qu'on a fait un énorme effort pour sécuriser, on a fait fonctionner le tracteur et la laboureuse pour sécuriser un maximum d'espace qui risquait d'être occupé. On a eu 60 caravanes qui ont occupé un secteur à Agnières-sur-Oise, pratiquement sur l'espace de toute ville, qui sont partis à Bélois, à Chaumontel. J'ai été informé par la gendarmerie qui repartirait samedi, qui repartirait dimanche après-midi. Il y avait un risque qu'elle se redirige vers Viard. On a donc sécurisé samedi beaucoup d'espace. Et elles se sont divisées. Elles sont en partie à Bélois, en partie dans l'Oise. Aujourd'hui. Pour les informations, qu'est-ce que j'ai d'autre, Muriel? Il y a eu un incendie, pour ceux qui l'ont vu hier. Il y a eu une friteuse au kebab qui a brûlé et qui a occasionné une gêne sérieuse sur la locataire du premier étage. Alors, en point de travaux, comme Daniel Lupala, je vais vous donner les informations. Donc, l'approche, on va bientôt attaquer l'enfouissement des réseaux de la rue de la Mascrée. La maîtrise d'œuvre sera arrêtée le 25 juin, donc dans une dizaine de jours. Avancer rue de Paris, on arrive dans la phase presque finale. Je pense que ça sera terminé fin juillet. Contrat régional, partie arrière, important. J'avais eu confirmation que notre dossier, alors c'est un dossier qui reconfigure les travaux arrière par rapport à l'initial. Je vous avais dit qu'il devait passer au mois de mai au Conseil régional. Le Conseil régional, vous savez, la turbulence qu'il vit actuellement, on est à la veille d'une élection, une présidence qui risque de changer, donc une certaine inquiétude. Cette commission qui devait se réunir au mois de mai s'est décalée au mois de juin, donc une inquiétude confirmée, ça devait être le 17. J'ai reçu hier un message de la conseillère régionale qui m'a confirmé que notre dossier passait ce matin. Alors donc on peut maintenant espérer. Le point avec les bâtiments de France est pratiquement calé. Le point avec le Conseil général était réglé depuis quelques mois. On peut espérer maintenant qu'on peut voir un début de travaux pour une réalisation de nos travaux de première phase centre-ville. Je vais être prudent parce que j'ai tendance à être toujours un peu optimiste. Peut-être pour les vacances, peut-être pour dans un an. Je parle de la fin, suivant qu'après il y a les problèmes de météo, comme c'est des travaux ministériels. Enfin, ça avance dans le bon sens. Point culturel, je remercie beaucoup
tous ceux qui ont beaucoup travaillé sur les week-ends précédents. On a eu une très belle après-midi sur l'espace jeune, avec beaucoup de jeux et beaucoup de visites sur l'espace rue Gambetta. Toute l'après-midi du samedi, il avait fait beau, en plus. On a eu pour la première fois un regroupement, je remercie Marie-Pascale, on a eu pour la première fois un regroupement des forces vives culturelles autour de la musique, autour de la danse, autour du théâtre, au être pourpre, à éviter, évidemment, je le reproche, donc il faut que je me reproche aussi, de faire 2 manifestations en même date. C'était pas simple, il y avait des contraintes. On essaiera l'année prochaine d'éviter cela, avec une très belle soirée d'école de musique pour ceux qui y sont venus, et une salle pleine bondée, donc je remercie ceux qui y sont venus. Je vous rappelle que vous êtes invités à toutes ces manifestations culturelles. La semaine dernière, il y a eu le Salon du Livre. Donc je te remercie, Georges, culturel, et puis Sarah et Gérard pour le Salon du Livre qui est énorme. C'est la 3e année, et il y avait combien d'exposants? 22. 22 exposants. Il me semble. Donc, oui, 45 auteurs. Voilà. Merci Sarah, merci Gérard. Et puis donc samedi 7h30. Il y a une très belle kermesse. Il y a une très belle kermesse, il faut dire. Oui, mais c'est pas dans la ville. Oui, enfin, c'est pas la collectivité. Pour les mais il y a eu la habitants. kermesse paroissiale également, qui a eu lieu dimanche. Il a fait beau, on a eu beaucoup de chance aussi pour le temps, et il y a eu beaucoup de monde. La kermesse paroissiale, l'association familiale. Avec un très beau sermon du père. Beaucoup d'esprit. Voilà. Que pourrais-je dire d'autre, Madame Leviel? Deux tristes nouvelles. Le décès de Bernard Rowe, donc, que se connaissait, qui était le premier adjoint du maire de Montsou, Lucien Mellul, qui est décédé samedi matin. J'étais à son inhumation cet après-midi. Il est décédé vendredi, plus exactement. C'était des petits-enfants qui étaient présents, c'est la vie. Et puis le décès de M. Togan, que certains connaissent, qui est un ancien combattant qui habite avenue de Royaumont, qui est un ancien combattant de Rhin-Danube, qui a fait partie des troupes d'occupation en Allemagne et qui est décédé. Malheureusement, je remarquais déjà depuis quelque temps qu'on ne voyait plus beaucoup. Et qu'il avait fortement changé, et il n'allait plus à la messe non plus. Il est décédé, son inhumation c'est demain à 10h30 à l'église de Viarme. Alors le week-end prochain, non, il y aura, alors on a innové dans la journée du 18 juin, et on a décidé de ne plus vous imposer, parce qu'on est tellement de moins en moins nombreux autour de cette manifestation, le déplacement par la rue de Paris et le blocage par les forces de l'ordre pour notre convoi. Donc on se rendra directement à 18h30 le 18 juin au monument Charles de Gaulle. Traditionnel gala de danse, vendredi, samedi et dimanche. Le 20, donc ça c'est la semaine, on est comment? C'est la semaine prochaine. Samedi prochain, les archéologues en herbe présentent leur travail. Donc ça c'est 10 à 12h30 sur l'esplanade arrière de la mairie, organisée par la municipalité et l'INRAP. Je reprécise bien que la journée de ramassage est organisée par la ville de Viarme. Le samedi 13, j'ai zappé quoi? Samedi 13, l'action de ramassage des pots sauvages. Le samedi suivant, archéologues en herbe présentent leur travail. Et le gala de danse le soir. Le dimanche, le gala de danse. Et le dimanche, Michel, les fêtes de la musique à 18h pour avec également un match en souvenir d'Adrien au stade Basse-Poli, organisé par l'OVA. Et le 26, pour terminer, je ne sais pas où est, en face de moi, il y aura la kermesse des écoles, à partir de 16h30.
Organisation, caisse des écoles, parents, élèves et enseignants. Avec un spectacle des enfants, encore cette année. Avec un spectacle des enfants encore Quasiment cette toutes les année. classes de l'école élémentaire. Ouais. Gros spectacle. Et on a eu une participation dans le salon du livre des écoles aussi, un peu, non? On a eu surtout une grosse participation de notre lieu multi-accueil. Ouais, grosse participation, enfin des jeunes qui s'y intéressent. Voilà pour les informations. Y a-t-il des questions? Alors, juste pour compléter les informations de la dernière fois au sujet des navettes de bus. Donc j'ai réussi à court-circuiter la plaquette qui va servir de dossier de base pour que notre dossier passe donc à Keolis. Voilà. Ça devrait passer normalement dans le courant du mois de juillet, parce qu'ils ont décidé d'activer un peu les choses. J'ai lu le premier geste de mon travail. J'ai demandé encore un peu plus, bien sûr, parce que comme vous le savez, il faut demander beaucoup pour avoir peu. J'ai vu dans le dossier qu'il y avait aussi le maire d'Anières qui s'était manifesté dans notre sens. Donc, on m'a garanti que de toute manière, quoi qu'il arrive, on va avoir des navettes supplémentaires. Maintenant, le truc, c'est savoir où on va déplacer le curseur. Voilà. Et ce serait donc applicable dès la rentrée en septembre. Voilà. Merci. Je voulais savoir pour les tags qui restent. Oui. Il en reste. Il en reste beaucoup. Oui. Il en reste surtout sur les panneaux, il y a encore des panneaux. Sur les, comment on appelle, sur le mobilier urbain, sur les panneaux. Alors la réponse, c'est qu'on a, Jacques Gaubourg m'a dit qu'il va tout faire d'un coup, et je sais plus la raison, le système pour le nettoyage, mais tout va être fait d'un coup. Mais c'est vrai que c'est long. Mais il faut trouver le bon produit qui n'abîme pas le mobilier. Et puis on a été amené à relancer, j'ai demandé qu'on relance, j'ai demandé à la police, à Evelyne de passer, pour relancer des propriétaires du côté de la Sauvage, où j'ai vu qu'il y a encore des tailles. C'est terrible, et j'en ai vu aussi il n'y a pas longtemps. Sur la Fondation Champignon. Sur la Fondation Champignon. C'est terrible parce qu'on s'épuise, on a une machine à tag, on fait des courriers aux gens, on envoie des employés, on fait des journées de tag. Hein. Et puis le lendemain, brutalement, on se lève et on en revoit. C'est usant. Donc là, Jacques m'a fait passer l'information ce soir et ça va être fait assez vite maintenant, mais qu'il avait des raisons techniques pour regrouper l'ensemble. Monsieur Daboval. Par rapport aux comptes rendus qui sont sur le site de la ville, serait-il possible de demander à l'administrateur de les remettre en format PDF de façon à ce que les personnes malvoyantes puissent les grossir plus qu'actuellement? Parce que malheureusement aujourd'hui on peut faire un zoom de 2 fois, en fait, enfin 200 fois, alors qu'il y a plusieurs personnes malvoyantes qui souhaitent effectuer un zoom plus haut. D'accord. Techniquement c'est faisable. On regarde. J'avais aussi une question par rapport à la lecture des documents sur les commissions de sécurité des ERP sur la commune. Sur l'école Louis Pergaud, apparemment, la dernière commission de sécurité date de plus de 15 ans. Alors, si on s'appuie sur les textes, normalement, les ERP de plus de 300 personnes doivent subir une commission de sécurité de tous les 3 ans. Non, c'est pas ça, c'est pas tout à fait. Les établissements, et non pas les bâtiments. Alors, l'information dans que les j'ai, textes, c'est les bâtiments. Dans le cadre de mon travail, je suis donc une formation de prévention en sécurité. Et donc l'ISST en place sur le secteur du premier degré m'a spécifié qu'effectivement la configuration de l'école devait quand même subir une commission de sécurité tous les 3 ans, étant donné qu'il y a plus de 300 enfants dans l'école. Alors je vais vérifier et je vous ferai réponse. Vous pouvez vérifier, ce n'est que Vincent Tifoche. Il s'agit de M. Vincent Tifoche. C'est qui Vincent Tifoche? L'inspecteur sanitaire santé sécurité. Ah oui, mais ça je sais, mais ce que je vais contrôler, le texte. Ah oui, mais les textes sont formels. Je sais, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, on avait une commission sécurité hier, à laquelle vous étiez invité, l'ISNA, qui s'est tenue à 14h. Pardon? J'ai dû zapper alors. Ah bah oui. Elle s'est tenue ici et on a fait un point détaillé de ces établissements et on a également parlé d'école. La prochaine étant au mois de septembre.
J'ai une Bah, petite on question pouvait me aussi. rappeler, hein, éventuellement. On peut rappeler, ça c'est sûr qu'on peut rappeler. Ça, je peux aussi vous appeler pour vous rappeler qu'il y a... Je crois me souvenir que lors d'une réunion, il y avait un faux adjoint qui était absent et on s'est mis en cadre pour le joindre. Parce qu'il va probablement intervenir. Mais j'appellerai pas, hein, on envoie des communications, on vient si on vient. Oui, monsieur. J'ai des questions récurrentes. Quand je me bats dans Biarn, en fait, il y a plusieurs habitants qui se posent la question de savoir qui a choisi la couleur rouge vive de l'Office du tourisme, étant donné qu'ils ont reçu récemment une plaquette du PNR dans laquelle on distribue et on conseille des teintes de couleurs qui s'y trouvent pas, malheureusement, parce que le rubrique n'y est pas. On peut en regarder. Et donc, voilà, c'était juste pour savoir en fait qui avait décidé de cette couleur. Alors, c'est nous qui avons décidé. Il s'agit d'un établissement public. Ça a été vu avec l'architecte des bâtiments de France. Il y a certes, dans le document qui a été fait par le PNR, c'est une recommandation pour l'habitat général. Là, il s'agit d'un bâtiment public en cœur de ville qui a vocation à être vu et à flasher. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Ce que je tiens simplement à préciser, c'est que, les bâtiments de France, bien évidemment, vont valider, et que deux, comme c'est une peinture à la chaux, la couleur, si vous l'aviez prise au départ, vous allez vous apercevoir qu'elle va très vite. Dans la noire, vous allez s'adoucir et qu'on a intégré cette notion. Tout à fait. Dans ces cas-là, il faudrait, dans le PNR, par rapport à la plaquette qui a été distribuée, il faut donc bien préciser les choses, quoi. Oui, mais là, les recommandations, c'est pour la population. C'est pas pour les établissements publics. Le souci, c'est qu'aux yeux de la population, ça fait un peu peut-être ce que je dis, mais peut-être pas ce que je fais. Alors, on peut l'interpréter comme ça. Bah, sincèrement, je ne suis pas le seul à avoir été interpellé sur cette couleur-là. Donc c'est pour ça que je me permets de poser la question. Oui, mais bien sûr. C'est pas une question qu'on m'a posée. Bien sûr, moi ce que je peux dire, c'est que globalement, j'ai eu la population à apprécier énormément, je pense, le travail qui a été fait, qui est remarquable. Je trouve que ce travail est remarquable. Les photos sont bien faites, l'analyse est bien faite, et c'est un document qui sert à l'urbanisme. Je trouve que c'est très bien. La plupart des gens. Oui. Je parle du document qui a été fait avec le PNR. Et il nous a coûté très peu cher. Hein. On a payé ça combien? 800 €. 800 €. Il y a d'autres communes. Hein. Je ne sais pas si Anières va pas le faire. Mais je trouve que c'est vraiment très bien. Voilà. J'avais aussi d'autres questions en ce qui concerne les futurs rythmes scolaires, parce que j'ai plusieurs parents qui grognent un petit peu pour les prochains rythmes scolaires. Il y a une petite difficulté, je ne sais pas si elle a été prise en compte ou pas, c'est par rapport à la demi-journée de l'après-midi, où l'amplitude horaire est très réduite. Et donc ça pose un gros souci en plus avec le décalage des horaires entre l'élémentaire et la primaire d'un quart d'heure. Pour les enfants qui doivent attendre le petit quart d'heure pour rentrer dans l'école, etc. Sans compter la petite sieste des petits l'après-midi, non pas ceux à l'école, j'entends, ceux qui doivent rentrer à la maison avec une nounou. Avec une nourrice. Donc ça pose un petit souci parce que le rythme de l'enfant, là, il n'est pas du tout respecté. Je pense que ça ne sera jamais consensuel comme décision, très très clairement. Nous avons refait une enquête, nous avons tenu compte du résultat de l'enquête. Ça a été quand même une demande des deux conseils d'école. Vous pouvez lire les comptes rendus du conseil d'école. Cette demande n'émanait pas du tout de nous, hein, très très clairement. Voilà. Donc les enseignants ont désiré finir à 16h45. Ils ont demandé à raccourcir la pause méridienne, ce que nous avons fait. Ils n'ont pas désiré, ainsi que les parents d'élèves qui sont élus, hein. Il n'y avait pas que les enseignants. Ils n'ont pas désiré modifier l'horaire du matin. Donc en fait, c'est vraiment une proposition des deux conseils d'école qui sont ces horaires-là. Le décalage, en fait, c'est que les enseignants de maternelle pensaient, eux, qu'un enseignement trop long le matin n'était pas bon pour les petits. Les enseignants d'élémentaire, certains voulaient qu'on continue sur 3h30. Enfin, ça a été très très discuté. Ça a été, voilà, ce qu'on a pu trouver, ce qui nous semblait de plus équilibré. Mais nous sommes tous tout à fait conscients. De toute façon, j'ai beaucoup discuté avec tous les adjoints de toutes les communes aux alentours. Il n'y a pas de solution parfaite.
Ouais, parce que là, la demi-journée du vendredi après-midi pose quand même un sacré problème, mais 1h45. Bah, écoutez, je ne comprends pas. Peut-être pour vous, les enseignants non. Donc nous sommes. Parce que les enseignants ne vont pas récupérer les enfants sur la coupure méridienne pour les rapporter, pour venir les chercher 1h45 après. Alors qu'il y a des Mais petits dans la maison. nous proposons de les garder jusqu'à 16h30 hein, avec des activités. On n'est pas obligé, oui, très très peu cher quand même. Donc, 1 euro pour 1 heure. Hein. Oui, mais pour une famille, même 1 euro pour 1 heure, voilà, donc, à la fin de l'année, il y a quand même 180 jours. Ceci dit qu'ils finissent à 15h30 ou à 15h40 ou 50, ça ne change pas grand-chose sur le rythme d'une assistante Pour les maternelle. petits ici. Pour ceux qui font la sieste aussi. Nous avons essayé de répondre, en tout cas, aux demandes des 2 conseils d'école. Et j'avoue que c'est un problème. Mais que nous avons eu sur les enquêtes, hein, monsieur. Oui, oui. Ce sont des remontées que nous avons eues, tout à fait. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais en fait, majoritairement, les enquêtes étaient pour ce changement d'horaire. Il y avait aussi une question par rapport à la rue Jean Moulin. Actuellement, il y a des barres de hauteur qui sont retirées. Les barres dans le fond de la rue? Oui. Oui, ils ont été. C'est un camion qui a. À ma connaissance, c'est un camion un week-end. À terme, seront-elles retirées ou pas? La rue Jean Moulin, moi j'ai fait en sorte qu'elle soit prise en charge par la communauté de communes. Considérant que beaucoup de gens qui l'utilisent en cadre des espaces sportifs, et qu'il n'y a pas que des habitants de Viarmes, donc normalement elle devrait être refaite, parce qu'elle n'est pas belle, vous l'avez vu aujourd'hui, on la raffiche, enfin on repasse régulièrement, on l'entretient, mais c'est pas satisfaisant. Donc elle sera certainement prise en charge. Il n'y a pas grand-chose, il y a 250 mètres. Elle sera probablement, la barrière va être remise. Elle va être remise? Oui. Mais pour quelle raison? Pardon? Pour quelle raison? Pour éviter les gens, pour éviter les passages. Parce que dans la législation du code de la route, les barres de hauteur ne doivent être utilisées qu'à partir du moment où il y a un danger sur le gabarit. Et là, sur la rue Jean Moulin, il n'y a aucun danger. Mais c'est pour éviter qu'on voit arriver des gens, on en a eu plein déjà, des caravanes, pour être clair, des caravanes qui stationnent et s'arrêtent devant parce qu'elles ne peuvent pas aller au-delà, parce que derrière, il y a du parking quand même. Ouais, le souci, c'est qu'à partir du moment où il y a des activités avec des bus, par exemple, vous citiez tout à l'heure les trains. On a une barrière, on a une barrière. On a une Ouais, barrière rue Gambetta, les bus ont la clé, ils ouvrent et ils accèdent au parking. Ce qu'on veut éviter, mais vous le savez bien, on a eu des gens qui ont stationné dans ce petit bout là. Il n'y a pas que là. Comment? Il n'y a pas que là, mais je sais, mais bon. Alors cette barrière, un camion nous l'a pliée, donc Jacques Cobourg doit travailler, elle va être reposée. À terme, on empêchera, je pense qu'on fera en sorte d'éviter la sortie sur la départementale, qui est dangereuse. Aujourd'hui, les gens peuvent sortir, et on doit faire en sorte qu'ils puissent rentrer, mais qu'ils ne puissent pas sortir brutalement sur la départementale. Mais ça, c'est pas pour demain. Ça sera dans le cadre d'un plan Tracer, non, c'est pas Tracer. Peut-être en 2016. Arc. Peut-être pas la rentrée roulante non plus. Comment? Peut-être pas la rentrée roulante. Mais on est pris tout le temps dans ce débat. Moins on les rend roulantes, moins les gens roulent vite, et plus on les rend roulantes, plus les gens roulent vite. Ça devient une piste. Et prochainement, sera-t-il prévu au niveau des travaux la sécurisation de l'avenue Gambetta? La sécurisation de l'avenue Gambetta. En fait, la fin des travaux de l'avenue Gambetta qui avait été annoncée il y a quelques années dans un super bulletin municipal en disant que l'avenue Gambetta avait été refaite dans son intégralité. Alors la rue Gambetta, enfin l'avenue Gambetta, pardon, elle a été refaite sur à peine 200 mètres. Donc ça veut dire à peine un tiers de sa longueur. À l'heure actuelle, il n'y a pas de caniveau. Il y a un poteau qui est au ras de la rue, qui pose un gros problème de sécurité, surtout pour les voitures qui se croisent. Il y a le problème qu'il n'y a aucun trottoir, donc pour les piétons qui vont jusqu'au tir à l'arc ou bien sur l'aire de jeu qui est à destination des adolescents et des plus jeunes, ça pose un réel souci de sécurité. Surtout que les voitures roulent quand même assez vite. Très vite. Mais ça tourne aussi à doubler. Est-ce qu'il est prévu quelque chose sur cette rue qui est quand même très accidentogène? Pas à court terme. Pas à court terme. Mais il y a la rue aussi, la rue Honoré de Balzac. Mais la rue Honoré de Balzac, c'est du pas pour le tennis. Pardon, pour le tennis. Il y a la différence de la rue Honoré de Balzac, c'est qu'elle a été refaite il y a plus de 15 ans maintenant. Oui, mais je parle des trottoirs et de la sécurisation. Je ne parle pas de la qualité du revêtement. Je parle de sécurité. Alors, le problème de la rue Gambetta, c'est qu'il n'y a pas que la qualité du revêtement, c'est qu'il y a aussi le poteau EDF qui a été posé dans les années 70, qui est au ras de la route. C'est celui qui est au ras de la route.
Et là, celui-ci, on se croise, même à faible vitesse, on a 2 doigts d'arracher sa portière. Tu peux noter, Jacques, ça et voir ça. Tu peux noter ça. Et j'avais les mêmes questions, en fait, il y a des créations de nids de poules sur la rue Anna de Noailles. Oui. Alors c'est une opération, on a un budget pour ça, et en général, quoi qu'on n'en a pas eu beaucoup cette année, parce On a commencé mais on va le faire à pendant les répertorier, vacances. on a commencé à répertorier, on commence C'est les vacances. des nids de On poules est à partir du 15 janvier. Du 15 juin. À partir du mois de juillet, on fait ça. Alors j'ai une dernière question par rapport au compte rendu des bulletins municipaux, des conseils municipaux. Du coup, j'avais été vérifié de ce que me disait ce mois et je m'aperçois que sur le compte rendu du conseil municipal du 10 avril 2014, le tableau récapitulatif en euros des indemnités de chaque élu n'y apparaît pas. Je répète, le tableau récapitulatif en euros des indemnités de chaque élu n'y apparaît pas. Il y a l'indice qui doit apparaître. Non, le tableau récapitulatif est obligatoire. On va vérifier. C'est dans le CGCT. Mais on va vérifier. Ah oui. C'est quelle date? C'est un conseil de quelle date? Non, vous savez, quand j'avance quelque chose, c'est... Mais je ne discute pas, monsieur l'avocat. C'est un conseil de quelle date, simplement, ce que je demande? Le premier conseil municipal, installation du... Qui a été voté. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on pourra avoir la feuille de présence? Parce que c'est parti tellement vite, je n'ai rien signé. La feuille de présence. Elle est tournée, non? Ah, voilà, tournée trop vite. Elle est partie. Lorsque vous bouchez les poules, vous comptez boucher ceux qui sont entre le rond-point de la gare et la zone de l'Orme ou pas? Entre le rond-point de la gare et la zone de l'Orme, on est sur une route départementale. Et ils sont pas beaux, les nids de poules. Absolument. C'est une route départementale. Donc on ne peut que demander au service du département. Parce que le rond-point, lui, fait partie de la commune. Non, là on ne parle pas du rond-point, on parle de la voirie. Là. Oui, non, mais les trous qui étaient sur le rond-point, sur la voirie autour du rond-point, on peut les toucher. C'est le conseil général. Enfin, c'est le conseil départemental. Pour l'instant. Ça va changer un jour. Donc ils sont intervenus lors du prochain fondement pour cette partie-là entre le rond-point et... Ben, on demande. D'accord. Et ensuite, J'ai une toute dernière question. À la lecture du dernier bulletin municipal, en page 8, colonne 2, ligne 8, la mairie informe qu'un logement de type F2 sera attribué à la location annuelle. Sera attribué à À la location location annuelle. Je voulais savoir quels seront les critères d'attribution de ce logement. Et il y a donc plus de... Alors c'est dans le cadre de quel article? C'est dans le cadre, c'est dans le cadre de quel article, monsieur Dacoval? Dans l'article qui fait référence... Mais on parle de quel lieu? Parce qu'il y a plusieurs lieux dans lesquels on loue des touristes. Pardon? Office du tourisme. Alors il y aura il y aura un logement d'urgence. Et il y aura un logement, il y aura le deuxième, le premier sera un logement, et le deuxième sera un logement d'urgence. Donc du coup, il n'y a plus qu'un seul logement d'urgence. Il y a un logement d'urgence. Il y aura un logement d'urgence. Il n'y a pas aujourd'hui. Il n'y a pas de logement d'urgence aujourd'hui. Et le logement donc, qui sera à location annuelle, quels seront les critères d'attribution? On n'a pas encore déterminé le loyer, ça fait partie. Ah, je parle pas du loyer. Ça sera partie du parc. Non, mais on n'a pas encore. Ça fera partie du parc d'attribution des logements prioritairement aux agents. On en a un certain nombre et ça sera un logement supplémentaire pour les agents. Pour les virements ou pour les agents? Pour les agents, s'il y a de la demande, ou pour les Virois, s'il n'y a pas de demande. Mais majoritairement, on essaye des lieux comme ça, on préfère que ce soit des agents. Merci. Autre question? Un mot de gentillesse, simplement. La vitesse dont on vient partout. Et si on fait un petit point d'honneur, la vitesse. La vitesse partout, parce que ça roule très vite dans beaucoup d'endroits. On l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Ça roule. Je sais bien. Je sais bien. Mais malheureusement, vous savez, on a les moyens qu'on a. J'ai une personne qui actuellement tourne pour la police municipale. Et puis on a les moyens qu'on a dans ces domaines-là. Mais les gens vont trop vite. Alors on peut mettre des panneaux partout, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors il y a un truc qui est pas mal qu'on a initié pour casser la vitesse, c'est le coussin berlinois.
et c'est plutôt pas mal. Alors on peut effectivement dire que chaque année on met un coussin berlinois dans les axes de grande circulation. Ça casse la vitesse. Ça peut amuser les gamins en scooter, mais majoritairement ça ralentit les voitures. Ok, il est 22h30 pile, je vous remercie. Attends, Ça, c'est pour Pierre. Ah, C'est pour Pierre, c'est la balayeuse. la balayeuse. Merci.